c'est aussi bien que je parle après le ministre de l'économie et des finances et puis le ministre de l'industrie et du commerce. Je pense qu'ils ont vraiment campé le décor pour me permettre de pouvoir agir, expliquer un certain nombre de choses parce que la politique extérieure d'un pays ne peut être assise que sur ce qui se passe de réel dans le pays par rapport à la vision qui est décidée dans le pays. Et je vais vraiment essayer de marcher dans leur pas. On m'a demandé de venir parler de souveraineté diplomatique. J'ai essayé de réfléchir moi-même comment je vais définir ça. Parce que c'est assez compliqué, parce que la diplomatie déjà est souveraineté en soi. Donc comment pouvoir vraiment définir qu'est-ce qui est la souveraineté diplomatique. Mais si je vais m'aventurer, c'est plutôt la capacité ou la faculté d'un pays à pouvoir dessiner une vision, formuler aussi sa politique extérieure, c'est-à-dire sa relation avec l'extérieur de façon autonome et en privilégiant ses intérêts. Si je dois vraiment essayer de définir, ceci demande beaucoup de courage. Beaucoup de courage, et même pour pouvoir avoir une politique autonome, c'est un problème. Mais je pense que pour parler de souveraineté par rapport à notre politique extérieure, je pense que nous devons essayer de repartir un peu par rapport à tout ce qui s'est passé pour le processus de rectification en 2021, qui nous a amené, avec le président Goïta, à aller vers une vision qui réaffirme non seulement l'indépendance, l'autonomie du pays, en plusieurs domaines. Je pense que les collègues ont parlé de ça. Il y a d'abord l'autonomie politique qui nous a amené aussi dans les assises de la refondation et tout ce qu'il y a, parce qu'il y avait un modèle qui était établi pour les transitions que le Mali n'a pas voulu appliquer, qui a voulu prendre son propre chemin pour définir sa vision politique par rapport au processus de transition, ou en tout cas de sortie de crise dans lequel nous étions, et qui n'était pas partagé avec ni la CEDEAO, ni les partenaires extérieurs, ce qui nous a amené dans une première collision. Donc, je veux dire d'abord, dans la définition de l'autonomie de notre pays, nous avons commencé par l'autonomie politique qui était de décider une vision consensuelle partagée par les Maliens pour le processus de sortie de crise. Et ça, c'est le premier pan que je vois. Mais il y a aussi l'autonomie sécuritaire. Parce que par rapport à l'autonomie sécuritaire, nous étions dans un scénario de dépendance où nous travaillons avec des partenaires qui nous ont mis dans une situation de dépendre éternellement d'eux et ne jamais sortir de cette situation. Et nous avons réalisé qu'en allant sur ce chemin, nous étions assurés d'arriver peut-être à la dislocation ou à la partition de notre pays. On a peut-être mis le pied sur le frein au bord du ravin pour essayer de redéfinir les choses, pour dire que la sécurité des Maliennes et des Maliens doit être mise entre les mains des Maliens. Ça aussi, ça nous a amené dans une série de collisions parce que ceux qui étaient dans le scénario de dépendance n'étaient pas d'accord avec cette redéfinition de notre souveraineté pour aller vers plus d'autonomie. Et les deux ministres en charge du secteur économique ont parlé aussi de la souveraineté économique, du contenu que nous donnons et de notre volonté de sortir aussi de cette dépendance et d'aller aussi vers une transformation structurelle de notre économie. Ça veut dire que dans tous les secteurs, ce que nous souhaitons, c'est de ne pas être juste un marché ou juste exporter des matières premières, que tout ce qui se fait ici doit pouvoir se transformer pour bénéficier aux Maliens. Et même sur le plan culturel, parce que ça commence même par là. Parce que tout ce qu'on veut faire, que ce soit sur le plan politique, sur le plan sécuritaire ou l'ensemble des autres secteurs, c'est qu'il faut que sur le plan culturel, nous-mêmes, nous sachions nous définir en tant que Maliens qui nous sommes, d'où nous venons, où nous partons, quelle est notre identité, quelle est notre place dans le monde. Parce qu'on est aussi un vieux pays, une vieille civilisation, un pays qui a bâti des anciens empires, un pays qui a une expérience qui ne va pas sur la scène internationale les mains vides. Donc je pense qu'il y avait un certain nombre de ces paramètres qui puissent dicter l'autonomie du pays. Et maintenant, une fois que cette vision de l'autonomie du pays, comme l'a défini le président de la transition et l'ensemble des responsables de la transition, la question était maintenant comment porter ça à l'extérieur.
Parce que chacune de ces options a nécessairement des implications par rapport à nos prises de position à l'extérieur qu'il fallait promouvoir et défendre. Donc, le premier point, c'était que sur le plan diplomatique, nous voudrions que le Mali puisse parler par lui-même. Le Mali porte sa voix. Le Mali ne compte pas sur un autre pays pour parler au nom du Mali parce que nous avons la faculté et nous avons la capacité de définir nos choix et de défendre nos choix par rapport à l'extérieur. Et pour cela, nous voudrons que notre pays soit respecté. Parce que la souveraineté commence par ça aussi. Il faut être respecté parce que souvent on a des positions dont on n'a pas le courage de s'aventurer à l'extérieur pour pouvoir vendre ça. Donc, après avoir dit ceci, ça, donc, je voudrais dire que notre action extérieure a été essentiellement marquée par ce changement de paradigme et le besoin de se prendre en charge sur différents aspects dans le cadre d'une vision qui essaie de promouvoir l'autonomie du pays, mais dans le cadre d'une politique extérieure. La politique extérieure est définie par le chef de l'État. Encore une fois, le ministre des Affaires étrangères n'est que celui qui met en œuvre, en application, mais comme on dit, on compare un peu le chef de la diplomatie comme ils ont tendance à nous appeler. Notre rôle, en fait, nous, on ne fait que le service après-vente. Mais en réalité, c'est le chef de l'État qui définit la politique extérieure. C'est pourquoi je dis, quand on parle de souveraineté dans la diplomatie, c'est très difficile à définir, parce que la fonction du chef de l'État est par défaut une fonction de souveraineté. Maintenant, venant aujourd'hui à ces questions, je ne veux pas peut-être aller dans des considérations très théoriques, je vais peut-être donner quelques exemples par rapport à notre souveraineté que nous avons assumée à l'extérieur et les difficultés qui sont venues et les solutions qui ont été proposées. Aujourd'hui est l'anniversaire de la prise de Kidal, ou le retour de Kidal dans le giron de l'État malien. Je pense que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important qui a servi non seulement à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur pour la réaffirmation de la souveraineté de notre pays. Encore une fois, c'est ce que je veux dire. La souveraineté que nous voulons promouvoir à l'extérieur n'est défendable que si quelque chose se passe dans le pays qui nous met en position ou qui nous donne des atouts. Parce que sinon, nous allons nous asseoir aux Nations Unies, on fait des discours et puis ce qui se passe dans le pays n'est pas conforme. Et je pense que ça fait des problèmes. Voilà, parce que chaque mot qu'on utilise aussi a des conséquences, y compris sur le plan économique pour notre pays. Donc, je me félicite de cela. Et ce qui est aussi important, c'est que cette souveraineté a été conceptualisée et définie à travers les trois principes que nous voyons derrière le respect de la souveraineté, le respect des choix souverains du peuple et la prise en compte de ses intérêts. Je pense que cet élément a été vraiment la boussole pour nous, pour notre action extérieure, parce que si vous regardez par rapport à tout ce qui s'est passé au Mali depuis mai 2021 à aujourd'hui, c'est peut-être des déviations ou des conflits par rapport à l'application d'un de ces principes ou de l'ensemble de ces principes qui nous a amenés souvent à des confrontations, à des incompréhensions, à des difficultés avec les différents partenaires. Donc notre objectif, c'était de pouvoir vraiment promouvoir ces différents éléments pour pouvoir avancer. Et l'un des premiers, c'était d'abord avec la CEDEAO. Je pense que la première collusion est venue de là, comme je l'ai expliqué, par rapport à la compréhension même de la transition et la chape de plomb qu'on voulait imposer à notre pays par rapport au modèle qui était que chaque transition, il fallait faire 8, 9, 10, 11 mois, faire des élections, sortir. Et le Mali n'ayant pas accepté ce modèle, ça nous a amené dans une collision avec la CEDEAO qui allait jusqu'à imposer des sanctions pour nous faire plier. Et puisque nous nous considérons comme un État souverain, nous n'avons pas accepté. Parce que notre pays était censé plier. On ne pouvait pas, on ne devait pas pouvoir survivre à ces sanctions. Mais je pense que la réponse est venue des Maliennes et des Maliens qui sont sortis le 14 janvier pour dire que non, quelle que soit l'importance de la CEDEAO, elle ne peut pas décider à la place des Maliens. Et en décidant de parler pour nous-mêmes aussi, ça a une conséquence. Nos frontières ont été fermées, nos comptes bancaires ont été fermés, donc ça a créé beaucoup de difficultés au pays, mais nous avons décidé d'accepter. Je crois que ça a été aussi le point de départ de l'affirmation de cette souveraineté en disant même à la CEDEAO que même vous ne pouvez pas nous imposer ces éléments. Donc je pense que ça a été un point essentiel dans l'affirmation de la souveraineté et l'application des trois principes. L'autre aussi, c'est par rapport à l'aménagement.
Je préfère vous donner des exemples concrets. Parce que l'aménagement aussi, c'est que le Mali a dit, bon, notre sécurité repose sur nous-mêmes. Et là, nous avons une mission internationale qui était là et qui nous installait dans un scénario de dépendance et qui, à la fin, est devenue même une menace pour notre sécurité en instrumentalisant les droits de l'homme, un certain nombre de questions. Je crois que la conséquence logique, c'était un moment, le Mali n'aurait jamais pu prendre sa sécurité en main avec cette présence de forces étrangères. Donc il fallait mettre un terme à cela pour pouvoir nous-mêmes assumer. C'est pourquoi je dis que chaque décision a des implications financières, politiques, économiques, et il y a chaque fois un prix à payer par rapport à ces choix. Donc l'aménagement a été une des grandes déviations que nous avons dû fixer. Avec la France aussi, ça a été le même problème. Parce que la France, ancienne puissance coloniale, pensait que le Mali était sa propriété dont elle pouvait disposer comme elle l'entendait, y compris sur le plan sécuritaire politique. Bon, nous étions dans une autre démarche de prise en charge et d'autonomie. Donc, forcément, nous devons entrer en collusion avec l'ancienne puissance coloniale pour essayer de déconstruire tout ce qui a été construit les précédentes années. La charte politique, sur le plan sécuritaire, sur le plan économique, les différents accords de défense qu'on a dû dénoncer, et l'expulsion de l'ambassadeur de France, qui est venu un peu en amont par rapport à cette question, la sortie de la force Barkhane. Donc l'ensemble de ces questions sont venues. Je vais vous donner juste des repères parce que juste dire que, parce que les gens pensent qu'on est juste des illuminés, on se lève le matin chaque jour, on prend une nouvelle décision sans aucune base. Non, c'est pour vous dire que chacune de ces actions qui ont été posées vont dans un cheminement normal. Parce que si vous regardez chacun de ces incidents, c'est qu'il y a eu une déviation par rapport à un de ces principes. On aurait pu laisser passer, mais nous, on a décidé de s'assumer quel que soit le prix. Et je crois que notre pays est respecté aujourd'hui à l'extérieur à cause de cela, parce que les gens, moi je me souviens, il y a quelque temps, quand les gens voulaient attaquer le Niger, il y a eu des discussions aux Nations Unies. Et les diplomates se demandaient, quand le Mali et le Burkina ont décidé d'entrer en guerre, quand on va attaquer le Burkina et le Niger, bon, les diplomates ont demandé à certains, et les gens sont allés à certains diplomates pour est-ce que c'est sérieux ce qu'ils veulent faire? Mais quelqu'un leur a répondu que vous avez intérêt à prendre ces Maliens au sérieux. Parce que depuis que la transition a commencé, toutes les décisions qu'ils ont annoncées, ils ont appliquées. Voilà. Donc ça, c'est vous dire que ça donne aussi, parce que ça ne sert à rien de décider des choses, parce qu'il y a beaucoup de pays africains qui veulent faire comme le Mali, quand on les voit à l'extérieur dans les réunions, ils viennent, ils applaudissent, ils sont d'accord avec nous. Mais il y a peu de gens qui sortent pour le dire, parce que ça a des conséquences. Que les gens. Donc je pense que cette crédibilité internationale que le Mali a pour dire que bon, c'est un pays qui a une voix, qui a des principes, qui est prêt à assumer cette décision est extrêmement importante. Je pense que c'est ce qui nous a amené les mêmes conclusions par rapport à l'accord d'Alger et le rôle de l'Algérie par rapport à son application, qui considérait que c'était pratiquement son accord pour le Mali, en définitive. Donc le Mali est sorti de ça pour dire que nous voulons chercher la paix entre Maliens par notre propre chemin, sans avoir un parrain extérieur par rapport à cette question. Et aussi, ça nous a parlé de ça. Je pense que l'autre point qui est important dans notre action extérieure aussi, par rapport à l'autonomie, parce que nous sommes sortis d'un système néocolonial ou colonial où pratiquement, bon, c'était la France qui faisait tout pour nous. C'est la France qui nous disait virez à gauche, virez à droite, n'allez pas devant, allez derrière. Bon, puisqu'on est sorti de cela, le Mali a décidé désormais que nous allons parler, travailler, et avoir des relations avec qui nous souhaitons dans le seul intérêt des Maliens. Et que nous n'avons pas besoin de permission, nous n'avons pas besoin de tutelle pour pouvoir faire cela. Et c'est dans ce cas qu'il y a eu un virage important dans notre action diplomatique d'aller vers la diversification de nos partenaires. Et c'est pourquoi on s'est tourné vers des pays comme la Chine, la Russie, dit que chaque partenaire, en fonction de sa valeur ajoutée, nous allons aller, si c'est la Russie qui répond à nos préoccupations sur le plan sécuritaire, nous le ferons. Et nous n'avons pas besoin de demander la permission de quelqu'un en particulier par rapport à ça. Je crois que le ministre Sanou en a parlé un peu, je crois que je veux peut-être dire ça. La diversification des partenariats inclut aussi les partenariats économiques.
Parce qu'autrefois, c'était la France, c'était d'autres puissances qui étaient pratiquement là pour pouvoir dessiner même le contenu des arrangements économiques, des contrats commerciaux, comment gérer nos économies, comment gérer même nos entreprises. Et nous sommes sortis de cela. Aujourd'hui, quand nous discutons avec les partenaires, nous n'allons pas dans des schémas de misérabilisme, de dire qu'on est là pour tendre la main, ceci, cela. Mais aussi, je pense qu'entre les pays, ce n'est pas à dire que nous avons tout ce dont nous avons besoin. Aucun pays, même les États-Unis, ne peut être autosuffisant. Mais c'est de pouvoir nous valoriser nous-mêmes. Parce qu'autrefois, on pensait qu'on était tellement pauvres que, bon, c'est nous qui avons besoin des autres. Mais vous voyez que ceux dont on a besoin, quand on les chasse, ils ne veulent pas quitter nos pays. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que nous sommes assis souvent sur des richesses où nous sommes les derniers à nous rendre compte que nous sommes riches. Or, je pense que notre paradigme, c'est mental d'abord. Si tu n'as pas compris que tu vaux quelque chose, tu ne voudras rien. Parce que même celui qui viendra négocier, il ne te donnera pas la valeur. Aujourd'hui, quand eux, ils négocient les accords communs, ils font ce parce qu'on a compris ce qu'on a, on a compris le besoin des autres qui ne peuvent pas se passer de certains de ces arrangements pour vivre. Je crois que ça vous met dans une autre position de dessiner des partenariats qu'on appelle gagnant-gagnant et de sortir de ce schéma, juste de dire l'aide au développement. C'est utile peut-être pour créer des effets catalytiques de développement, mais l'aide n'a développé aucun pays. L'aide n'a développé aucun pays. Et l'aide était souvent un moyen d'assujettissement. Donc ça peut être utile seulement si tu sais ce que tu veux, souvent. Voilà, celui qui vient, il faut que toi tu définisses dans quelle direction tu veux que cette aide, si ça va dans le cadre de ta vision, tu prends si ça peut t'aider à sortir un moment d'une certaine situation. Il me semble que ça c'est extrêmement important. Et même sur la scène internationale, le Mali a fait quelque chose d'extrêmement important qui affirme notre autonomie et notre indépendance. C'était par rapport à la question de statut de porte-plume. Je crois que le Mali est le premier pays en Afrique qui est parti aux Nations Unies, au Conseil de sécurité, pour dire que nous n'acceptons plus que la France soit notre porte-plume. Et le jour où le Mali a demandé ça, je pense que jusqu'à aujourd'hui, les Nations Unies n'ont même pas de scénario de réchange parce que ce n'était pas prévu qu'un pays vienne dire que moi, je ne veux pas que l'ancienne puissance coloniale soit mon porte-plume et ils n'ont pas de scénario de réchange qui va être ton porte-plume. Mais nous l'avons imposé. Nous l'avons imposé, et même si la France a essayé de travailler avec d'autres pays, nous avons estimé que notre pays était majeur et que nous avons été à l'école au même titre que les autres et que nous pouvons nous-mêmes, nous avons une main, nous pouvons tenir notre plume et nous avons une voix pour défendre nos pays. Et je pense que c'est important. Vous voyez que même dans le passé, quand on partait à la Banque mondiale, FMI, les gens étaient contents d'être appelés bon élève du FMI ou bon élève de la Banque mondiale. Tu vois, c'était une infantilisation de nos pays. Donc aujourd'hui, il faut que nos pays aillent, si on veut aller à la Banque mondiale ailleurs, mais il faut qu'on aille, on a nos positions, on a des visions pour nos pays, on a une ambition pour nos pays, mais il faut qu'on ait juste le courage de s'asseoir. Ceux devant qui nous parlons, on a été dans les mêmes écoles. Et souvent, beaucoup d'entre nous sont mieux formés que certains de ces gens. Donc pourquoi on va être complexé pour dire que nous voulons que la France soit notre porte-parole pour que la Grande-Bretagne... Mais ton porte-parole même, il a d'autres intérêts pour toi. Donc il faut que le pays soit mature par rapport à cette question. Donc ça a été aussi un élément important. Nous, essentiellement, par rapport à l'action diplomatique, comme je le disais, notre objectif, de façon générale, c'est de pouvoir expliquer ce qui se passe dans le pays. Quelle est cette nouvelle vision que nos autorités sont en train d'asseoir? Comment contrer toutes ces velléités de sanctions, de diabolisation ou de créer des problèmes pour notre pays à l'international? Comment partager avec les partenaires, les amis ou même ceux qui ne sont pas des amis, la vision du pays, la vision des autorités par rapport à ce qui se passe? Parce qu'il y a beaucoup... J'ai dépassé? Il me reste combien? 3 minutes? 1 minute? Bon, en une minute, je vais faire en 1 minute. En 1 minute. Ça, c'était pour pouvoir vraiment vous donner des réponses. Mais après avoir fait tout ça, réagir à toutes ces questions, aux Nations Unies avec la CEDEAO, etc., je pense que nous avons décidé peut-être qu'il faut que nous fassions une offre politique, mettre quelque chose sur la table.
Je pense que c'est ce qui a mené aussi à la création de l'Alliance des États du Sahel, plus tard à la Confédération des États du Sahel, parce que nous aurons pu être là, continuer à protester, à nous plaindre et être marginalisés. Mais on dit qu'essayons de créer une dynamique politique qui va porter notre désir d'autonomie sur le plan sécuritaire, notre désir d'autonomie sur le plan diplomatique, mais aussi notre désir d'autonomie en essayant de promouvoir un développement économique et social dans nos pays. Et je pense qu'aujourd'hui, si vous voyez, si on compare aujourd'hui l'AES avec les autres organisations, je pense que nous avons plus, Gagné veut que je termine, nous avons plus d'autonomie, encore je reviens à la définition initiale pour pouvoir terminer, je pense que la diplomatie c'est essentiellement vraiment la capacité et la faculté d'un pays de pouvoir articuler ses positions, de pouvoir défendre ses intérêts, de pouvoir assumer ses intérêts, de travailler dans l'intérêt de ses populations et de pouvoir dessiner des alliances, des amitiés, des partenariats, des relations qui lui permettent aussi de pouvoir créer les interdépendances nécessaires parce qu'un pays seul ne peut pas survivre. Voilà, je vais peut-être m'en arrêter là.